Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de la série qui sera consacrée à la méthode des différences finies. Tout d'abord, je m'excuse pour la rupture. Je crois que ça deviendra une tradition. Donc à chaque fois qu'il y aura des examens, une délibération, je vais être éclipsé. Ce n'est pas facile de faire avancer tout en même temps lorsqu'on est tout seul. Cependant, j'ai eu beaucoup d'aide de votre part concernant la récolte des sujets des concours de doctorat. Je vous remercie tous, mais plus spécialement Khorchouf qui m'a envoyé plus d'une dizaine de sujets. Sahid, hasalt. Je vous ai promis la solution, donc ça viendra Inch'Allah, dès que je finirai avec les deux séries en cours. Celle-là sur la méthode des différences finies et une autre sur le logiciel ANSYS basé sur la méthode des éléments finis. Pour vous introduire au sujet de la méthode des différences finies, je vais vous parler de calcul sur machine. Et comme exemple, j'ai choisi mon ancienne Casio. Ma bien-aimée, ma chère, mon adorable calculatrice. Don't tell my wife I told you that. Elle peut réaliser des calculs très longs et évaluer des fonctions très diverses. Vous en avez sûrement une plus sophistiquée sur votre smartphone, tablette, laptop ou PC de bureau. Mais êtes-vous demandé comment les machines arrivent à faire ces calculs? Une recherche en anglais sur Internet vous conduira à des sites comme ces deux-là. Je vous ai mis les liens des deux dans la description en bas de cette vidéo. Le premier est beaucoup plus technique que le deuxième, mais le résumé des deux est que la structure électronique des machines ne leur permet de faire que les opérations arithmétiques suivantes: l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. C'est tout. Donc une Casio doit ressembler plutôt à ça, une calculatrice qu'on trouve généralement dans ce genre d'endroit. Mais comment on est arrivé à introduire les autres fonctions, si électroniquement ce n'est pas possible? Pour répondre à ça, il faut revenir très longtemps en arrière. Long time ago. Vers la ville d'Élé, en Italie. Environ 450 ans avant Jésus-Christ, Zénon, le mathématicien et philosophe, est considéré le premier à imaginer la possibilité de transformer les fonctions en une série infinie de termes simples, c'est-à-dire un polynôme. Mais il s'est auto-convaincu de l'impossibilité de sa quête par une série de paradoxes qui portent son nom. D'autres anciennes civilisations ont adopté le projet de Zénon d'Élé, comme les Chinois et les Indiens. Les Chinois ont essayé de reprendre les travaux de Zénon et ils étaient très doués avec les grands nombres et ont parvenu à vaincre beaucoup d'ennemis, mais pas celui qu'a créé Zénon d'Élé. Les Indiens, eux, ont aussi essayé, et bien qu'ils maîtrisaient la physique, ils ont été moins chanceux avec le problème mathématique des séries infinies. Il a fallu attendre jusqu'à 1715, en Angleterre, exactement à Cambridge, où le mathématicien anglais Brooke Taylor publie son chef-d'œuvre sous forme de formule presque magique, qui transforme n'importe quelle fonction en une série de sommations infinies. Avec cette invention ou découverte, il est devenu possible, avec un peu de sacrifice en termes de précision, d'évaluer la valeur de n'importe quelle fonction, différenciable bien sûr, en utilisant juste l'addition, la soustraction, la multiplication et la division, donc les opérations primitives des machines. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien vers ce script de MATLAB. C'est un petit programme qui dessine la fonction fournie par MATLAB, qui représente l'exponentielle x, dans un intervalle entre -3 et 3, avec un pas de 0,1. Le programme ensuite fait une petite pause pour passer au premier polynôme, donc la première approximation d'ordre 0. Donc ça donne une constante qui est égale à 1. Ensuite, pause et approximation numéro 2 d'ordre 1. Donc ça donne une droite, donc une approximation linéaire, et ainsi de suite jusqu'à l'ordre 5. Donc j'exécute le script. Je vais augmenter la taille de la fenêtre. Et là, c'est la fonction exponentielle fournie par MATLAB. Donc on va la considérer comme exacte. Et en cliquant sur l'espace, donc on va passer d'un polynôme à un autre. Donc on remarque
qu'en augmentant d'ordre, donc on améliore l'approximation. On remarque aussi que toutes les approximations passent par le voisinage 0 et plus qu'on s'éloigne vers la gauche ou la droite, l'approximation se détériore. Donc la distance qui sépare les approximations de la fonction exponentielle en bleu augmente. Donc qu'en est-il pour les différences finies? Avant de parler de différences finies, on va parler de notions mathématiques. Galileo Galilei est considéré le premier à introduire les mathématiques comme outil pour traiter des problèmes de physique et plus exactement mécanique. Son travail sur la chute libre des corps a révolutionné pour toujours la physique. Donc en mathématiques, on va définir quelques notions de base. On commencera par la fonction. Donc d'une façon très peu rigoureuse, on peut définir la fonction comme la relation qui lie deux grandeurs physiques ou plus. La dérivée d'une fonction est une expression qui exprime la variation de la fonction par rapport à la grandeur selon laquelle elle est dérivée. Graphiquement, elle représente la tangente ou la pente ou l'inclinaison de la droite tangente à la fonction ou la courbure de la fonction au point d'intérêt x0. Une équation différentielle est une équation qui fait intervenir une fonction inconnue et ses dérivées. Toute combinaison est possible. Donc l'équation différentielle, c'est la relation qui exprime les différentes variations des différentes grandeurs physiques dans un problème ou phénomène donné. Elle peut être totale si la fonction est à une variable ou partielle si la fonction est à plusieurs variables. Le nombre des dimensions de l'équation différentielle partielle est le nombre des variables indépendantes entre elles dont elle dépend. 4 dans le premier cas et 2 dans le deuxième. L'ordre de l'équation différentielle est le degré le plus grand des dérivées qu'elle la composent. Ici 3. Les équations différentielles sont très importantes dans la physique, la mécanique en particulier, et on peut en citer les plus belles. Mais la reine de toutes les équations différentielles, Her Majesty, the Queen. c'est l'équation de Navier-Stokes. Navier-Stokes. En 1757, Léonard d'Euler pose une équation régissant le mouvement des fluides, équation qui sera étudiée et améliorée 60 ans plus tard par Henri Navier, puis encore 20 ans plus tard par George Stokes, nous donnant aujourd'hui les équations de Navier-Stokes. Les équations de Navier-Stokes, c'est juste la deuxième loi de Newton appliquée au fluide. À la place de la masse, on a la densité du fluide. Son accélération s'écrit pourvu que l'on maîtrise les subtilités du calcul différentiel, et dans le bilan des forces, on retrouve les forces de pression, les forces visqueuses, et éventuellement d'autres forces, comme la gravité ou celle qui empêche l'eau de sortir du verre. Le problème des équations de Navier-Stokes est l'un des plus importants problèmes des mathématiques, et sa résolution aura probablement d'énormes répercussions en physique. En 2014, Mokhtar Bey Otelbayev, le mathématicien kazakh de l'Eurasian National University à Astana, en Kazakhstan, a déclaré qu'il a réussi à résoudre le problème du millénaire lié aux équations de Navier-Stokes. Cependant, d'autres chercheurs ont arrivé à lui faire remarquer des erreurs ou une erreur dans la démonstration qu'il a reconnue. Mais d'où vient la difficulté de la résolution de ces équations différentielles? Le problème avec les équations différentielles, c'est qu'elles contiennent des dérivées. Trouble with Scotland is that it's full of Scots. Donc, comment la méthode des différences finies arrive à contourner le problème? L'idée de la méthode des différences finies est de se débarrasser des dérivées en les remplaçant par des approximations algébriques, en utilisant le développement en série de Taylor dont on a parlé au début. Si on reprend la formule du développement en série de Taylor, et en ne considérant que les dérivées d'ordre inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire une approximation d'ordre 1 ou linéaire, on peut extraire la dérivée pour obtenir la première approximation. Sur GeoGebra, on peut voir graphiquement l'approximation en vert avec la tangente soi-disant réelle en rose ou en magenta. Dans cette situation, le point X se trouve à droite du voisinage x0, au point x0. Une deuxième approximation peut être obtenue si le point X se trouve
à gauche du point x0. On peut avoir l'approximation en remplaçant delta x par moins delta x dans la formule précédente. Et on peut voir ici en bleu clair la deuxième approximation à gauche de la dérivée. Une troisième approximation peut être trouvée ou développée en considérant deux voisinages, un à droite et un à gauche. Pour cela, on soustrait les deux approximations à gauche et à droite précédentes pour trouver la troisième approximation dite centrée. Toujours sur GeoGebra, on peut voir l'approximation des trois approches. Ici, la distance qui sépare les deux voisinages, c'est 2 delta x. D'où le 2 delta x dans la troisième approximation centrée. Donc en résumé, et sous forme de notation, plus pour le schéma à droite ou ascendant, le moins pour l'approximation à gauche ou le schéma descendant, et le 0 pour indiquer l'approximation centrée ou schéma centré. Donc il est à noter que l'approximation centrée a été obtenue en ignorant les termes d'ordre supérieur à 3, car ceux supérieurs à 2 disparaissent naturellement, ce qui rend théoriquement cette approximation plus précise que les deux précédentes, à gauche et à droite. On peut constater ça sur la figure interactive sur GeoGebra. Ici, je suis à GeoGebra, où j'ai une fonction f de x, et j'ai un point que je peux déplacer, x. Je peux tracer la tangente qui correspond à un point x0. La tangente représente la dérivée au point x0 de la fonction f de x. Elle est supposée être exacte. Je peux tracer aussi l'approximation à droite qui correspond au voisinage x proche de x0 à une distance delta x que je peux changer. Je peux jouer sur la distance delta x en modifiant la position du point. Plus qu'on s'éloigne du voisinage x0, moins la représentation est bonne. Plus on s'approche du point, plus les deux lignes se confondent. Je peux représenter aussi l'approximation à gauche. Donc ici le point x2 est symétrique par rapport à x0. Donc ils sont éloignés à la même distance delta x. Donc on remarque dans ce cas particulier de cette fonction que l'approximation à gauche donne un résultat meilleur que l'approximation à droite. Tout à l'heure, je vais modifier la fonction f de x et on va voir qu'il y a des cas où c'est le contraire. Concernant l'approximation centrée, qui est censée être meilleure que les deux, puisqu'elle est approchée au deuxième ordre, donc même à une grande distance, elle reste toujours presque parallèle à la tangente réelle. Ceci est une deuxième fonction pour laquelle on va voir que l'approximation à droite donne un résultat meilleur que la gauche. Donc on voit ici clair que l'approximation à droite est mieux que l'approximation à gauche. Je vous ai laissé un lien vers ce fichier GeoGebra, donc vous avez toute la liberté de jouer avec. En plus, c'est un logiciel libre. Le problème, c'est que la fonction elle-même est inconnue. Donc le choix du schéma est presque arbitraire si le point du voisinage x0 se trouve hors des extrémités de la fonction. Pour la deuxième dérivée, on commence par le schéma ascendant, c'est-à-dire approximation à droite. Et les deux autres suivent le même raisonnement. Donc une deuxième dérivée, c'est la dérivée d'une première dérivée. Donc on peut démarrer par l'approximation de la première dérivée. Le delta étant considéré constant, ce qui n'est pas obligatoire, et en distribuant la dérivée sur la sommation, ensuite on approxime les deux dérivées par le même schéma, c'est-à-dire ascendant, à droite. La dérivée au voisinage x0 plus delta x
est approximé par son voisinage, en ajoutant un delta x, c'est-à-dire 2 delta x. On approxime les deux dérivés par le même schéma, c'est-à-dire ascendant ou à droite. On obtient enfin l'approximation à droite ou ascendante de la deuxième dérivée. De la même manière, on obtient les deux autres approximations descendantes ou à gauche et centrées. Donc résoudre un problème régi par une équation différentielle accompagnée par suffisamment de conditions aux limites par la méthode des différences finies passe par les étapes suivantes. D'abord, on partage le domaine géométrique. On dit aussi subdiviser ou discrétiser le domaine géométrique en un nombre fini d'éléments et nœuds. La fonction recherchée doit être déterminée sur chaque nœud, ce qui donne un nombre d'inconnus égal au nombre des nœuds. Ensuite, on applique les approximations des dérivés obtenues précédemment aux dérivés de l'équation différentielle pour obtenir une équation algébrique et non pas différentielle approchée. L'équation différentielle étant valable sur tout le domaine, on applique à chaque nœud sauf les nœuds des extrémités. Ils sont pris en charge dans l'étape suivante dans laquelle on utilise les conditions limites pour obtenir leurs équations. Le nombre d'équations obtenues sera égal au nombre des inconnus, donc sur les nœuds. La résolution du système linéaire obtenu peut être achevée par une des méthodes enseignées en méthode numérique 1 ou ce qui était appelé avant analyse numérique. Les résultats sont ensuite discutés, critiqués et validés par la solution analytique si elle existe. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer la méthode des différences finies en œuvre pour résoudre un problème à une dimension pratique. Donc on se voit dans la prochaine vidéo. À plus.